Alors, docteur Enza, j'ai eu l'impression dans votre présentation que vous ne croyez qu'à la dyspnée qu'aux symptômes pour indiquer un geste dans le rétrécissement aortique serré. Vous n'avez pas parlé des critères de RAO très serrés, vous n'avez pas parlé de strain, de BNP, de FE. Ça, c'est un critère qui est paru dans l'ACC 2020, avec la fraction d'éjection qui commence à se dégrader un tout petit peu, au-dessous de 60%. Vous ne parlez que de dyspnée. Alors, vous avez raison d'insister dessus, si je n'ai pas été très clair. J'ai quand même abordé de façon un peu subliminale les critères qui font indiquer un remplacement valvulaire. Justement, il y a une... Enfin, je ne peux pas remontrer la diapositive. C'est lorsque vous examinez le patient, si la fraction d'éjection est altérée, c'est une indication. Ce qui est un peu... ce qui est en pratique courante, en fait, correspond dans l'immense majorité des cas à des patients symptomatiques déjà. C'est rare que des patients qui ont un rétrécissement aortique serré et une dysfonction ventriculaire gauche soient vraiment asymptomatiques. C'est dans ce sens... Je parlais de début de dégradation de la fraction d'éjection. Ah. On est déjà à 60, on n'est pas à 50. Alors ça devrait être, je trouve, enfin, en tant que docteur, j'ai toujours un souci d'améliorer des symptômes, en premier lieu, que le patient, après l'intervention, dise « Docteur, vous m'avez amélioré ». Je trouve que c'est le premier rôle du médecin. Et deuxièmement, ça c'est un pari, c'est d'améliorer son pronostic. Et clairement, il y a beaucoup d'études qui montrent le mauvais pronostic du strain, le plus souvent, c'est des registres non prospectifs avec des patients non consécutifs. De même que si vous placez le cut-off de la fraction d'éjection à 60, 55 ou 50, c'est basé sur des registres et pas sur des essais randomisés. Il faut continuer à affiner, à poursuivre les recherches pour affiner, pour détecter les patients vraiment asymptomatiques, qui ont ces critères un peu insidieux de dysfonction ventriculaire, si vous mettez le critère à 60%, qui vont réellement bénéficier du remplacement valvulaire aortique. Je ne sais pas si j'étais clair, mais je pense que c'est un peu prématuré de proposer un remplacement valvulaire aortique à un patient vraiment asymptomatique qui a une fraction d'éjection à 55%. De mon point de vue, c'est mieux de continuer à le suivre étroitement et de lui proposer le remplacement valvulaire dès qu'il présente des symptômes d'inconfort, de dyspnée, de... Merci. Il y a une autre question. Parce que dans notre pratique, excusez-moi, c'est toujours regrettable, même si le TAVI est une révolution médicale, ou même si le remplacement valvulaire chirurgical s'est amélioré avec les décennies, avec une amélioration du pronostic péropératoire et post-opératoire, nous avons toujours un fardeau, un cimetière, et donc il faut essayer de minimiser ce risque. Alors une autre question, on sait qu'on a pas mal d'explorations, le coroscanner, le BNP, bas débit, bas gradient, écho d'obus. Alors quel algorithme vous proposez pour des patients qui sont asymptomatiques? Quelle est la démarche à suivre? Quand est-ce qu'on fait l'estimation de la surface de manière hybride, estimer cette surface ou se contenter uniquement de l'écho? Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point? Alors, il y a un peu une confusion. Ces outils, pour moi, c'est pour affirmer le diagnostic de rétrécissement aortique serré. Par exemple, le scanner, le score calcique valvulaire, c'est dans des cas douteux, vous n'arrivez pas à conclure avec le Doppler, avec les différents examens, l'échographie œsophagène, etc., le cathétérisme. Et donc, c'est pour avoir
suffisamment d'arguments pour dire que votre patient a une sténose aortique serrée. Là, le préalable de ma présentation, c'est de dire le patient a un rétrécissement aortique serré, le diagnostic est fait, il est asymptomatique ou c'est un faux asymptomatique. Pour moi, le scanner, c'est typiquement en amont de cette question. Ça ne va pas vous aider à prendre la décision de remplacement. C'est pour asseoir le diagnostic. Ou alors, ça va faire partie de la procédure pour organiser le TAVI, les mensurations de l'anneau, des ostia coronaires, de l'aorte ascendante. Merci. Donc, on va passer un petit peu au deuxième orateur. Donc, en conclusion, on ne doit pas traiter une sténose aortique parce qu'elle est serrée, mais parce que le patient a des symptômes, a un mauvais pronostic. J'ai une question pour le Dr Enza. Donc, c'est juste pour... je vous remercie pour cette brillante présentation. C'est une question par rapport au rétrécissement aortique serré asymptomatique. Je ne sais pas, est-ce que quand on a un RAO serré, avec un VG bien adapté, une oreillette gauche qui n'est pas dilatée, des pressions pulmonaires normales, on peut être un petit peu rassuré par rapport au côté asymptomatique. Par contre, peut-être qu'il faut faire attention par rapport à l'oreillette gauche dilatée qui avorte les symptômes, et là, ça peut faire évoluer à bas bruit vers la dysfonction ventriculaire gauche. Je crois que c'est ce genre de malade qu'il faut voir avec beaucoup de... Je ne sais pas quel est votre avis sur ça. Voilà. Moi, je rajouterais dans la présentation de ton cas asymptomatique et avec une épreuve d'effort normale. C'est très important d'évaluer les patients à l'effort. Ne les évaluez pas qu'au repos sur votre table d'examen. Regardez-les monter un escalier. Moi, c'est mon premier screening. Je fais monter 2 étages dans l'hôpital. Je monte 2 étages avec mon patient et je l'observe. Donc, l'argument de l'oreillette gauche, c'est attention, c'est peut-être un faux asymptomatique. Parce que l'oreillette gauche, c'est l'hémoglobine glyquée, dépression de remplissage. Tout à fait, exact, je suis tout à fait d'accord. Voilà. Donc, on passe au deuxième orateur. J'ai une question d'une rythmologue, Madame Abdelali Salima. Quel degré de sévérité peut atteindre l'IM secondaire à l'asynchronisme du VG? Très bonne question, elle peut être très sévère. Dois-je ajouter des choses? Non, elle peut être très sévère sur un asynchronisme, elle peut être très sévère soit au repos, soit à l'effort, c'est tout à fait possible. Et un patient qui reste symptomatique, vous ne comprenez pas pourquoi, alors qu'il a un asynchronisme modéré, une insuffisance mitrale modérée au repos, il peut aggraver son insuffisance mitrale à l'effort, par exemple, soit par aggravation de son asynchronisme, soit tout simplement parce que ses valves sont restrictives, qu'il y a une élévation des pressions de remplissage, une élévation de la pression dans l'oreillette gauche, etc. Donc l'asynchronisme peut, en lui-même, sur des valves qui ne sont pas tout à fait normales en général, générer des fuites mitrales importantes, et la resynchronisation peut guérir cette fuite mitrale importante. On a des cas régulièrement de patients qu'on traite de cette manière-là. La plupart du temps, il faut avoir un traitement optimisé par médicamenteux, bien entendu, également. Je peux abuser du micro? Thierry, merci beaucoup. Tu sais comme moi que quand on regarde un peu les suppléments ou quand on mesure le volume d'éjection aortique d'un coapt, on tombe sur 1 millilitre. Allez, sois pas méchant, pas 0, mais 1. Donc pour moi, ces malades, ils sont morts. Par contre, si tu fais la même chose sur mitraille-fer, tu as quand même un volume d'éjection aortique qui n'est pas génial, mais qui est compatible avec la survie. Première question, comment tu expliques ça? Et deuxièmement, tu sais comme moi que Messika Zeitoun a repris une cohorte de patients qui correspondaient exactement aux critères de coapt, et il a exactement les mêmes résultats. Donc en d'autres termes, est-ce qu'on peut dire d'un côté ça marche et de l'autre côté ça ne marche pas, alors qu'on a des datas qui sont quand même absolument incompatibles avec juste la vie, quoi. Merci d'appuyer là où ça fait mal. Très bonne question. Alors les patients ne sont pas les mêmes. Alors effectivement, le premier point, tu as tout à fait raison, ça a été rapporté, 0 millilitre de débit entérograde, ce qui est impossible dans coapt.
En fait, c'est très clairement lié à une sous-estimation du volume ventriculaire. Et c'est pour ça que j'ai laissé entendre tout à l'heure que le volume ventriculaire dans COAPT était probablement sous-estimé et que dans MITRA-FR, la mesure avait été très bien faite parce qu'elle a été faite IRM-like par David Messika-Zetoun qui travaille à la mode de la Mayo Clinic, c'est-à-dire qu'il obtient des résultats qui sont à 10 millilitres près ceux de l'IRM en prenant des volumes très larges. Et donc effectivement, on a beaucoup plus confiance dans les volumes ventriculaires gauche de MITRA-FR. Il ne faut pas tout jeter dans MITRA-FR que dans ceux de COAPT. Après, pourquoi malgré cela, donc, on a dans MITRA-FR une différence malgré tout de survie. C'est pas hyper clair. Ce qu'il faut savoir, c'est que le suivi est moins long. D'autre part, l'optimisation du traitement médicamenteux était moins exigeant avant l'inclusion dans MITRA-FR. Et donc, même si a posteriori, tu redécoupes l'étude en fonction des patients potentiels COAPT, compatibles COAPT, et effectivement, ce travail, je l'ai volontairement passé sous silence. David n'a pas trouvé d'effet bénéfique et il a manipulé les données dans tous les sens pour faire des analyses en sous-groupe dans tous les sens. Il n'a rien trouvé. Voilà, maintenant c'est un constat. L'hypothèse, c'est que au départ, ce ne sont pas les mêmes patients et que même si on les analyse de manière rétrospective, ça reste des patients différents. Il y a quand même des données qui sont issues des registres, notamment le registre européen, qui ne sont pas des données donc, américaines et qui montrent un bénéfice qui correspond à COAPT. Voilà, il faut avoir probablement plus de données dans l'avenir pour être certain de ce que l'on dit. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a des patients, on a clairement des patients, je ne dis pas que c'est la majorité, mais on a clairement des patients, on avait déjà des patients avant ces études sur le CLIP, qui correspondent à une insuffisance mitrale secondaire qui est sévère. Et ces patients-là, on les voyait en staff, on les discutait, on disait mais il n'y a pas de problème, c'est une insuffisance mitrale qui est certes secondaire, mais qui se comporte comme une insuffisance mitrale primaire, qui est vraiment sévère en termes de surcharge volumétrique, en termes hémodynamiques. Si le ventricule gauche n'est pas trop altéré, oui, on les proposait à la chirurgie à l'époque. Donc une minute de réponse, un droit de réponse d'une minute. Écoute, merci de cette précision. Moi, je crois qu'il faudrait quand même bien dire à nos amis que si on a un VG très mauvais état et une grosse IM, eh ben, c'est pas parce qu'on va mettre un clip qu'on va sauver les gens dans des pays où, tu vois, on est vraiment responsable de ce qu'on apporte comme message. Donc voilà, c'est pas une solution miracle. Je dis pas que ça marche pas. Peut-être que dans des IM, effectivement, sur des IM ischémiques très localisés, où effectivement tu as ce côté disproportionné d'IM, ça peut marcher, mais c'est absolument pas une solution pour tout le monde à 100% chez des patients qui ont l'IM secondaire sévère et des cardiopathies ischémiques très sévères, cardiopathies dilatées très sévères. Tout à fait d'accord avec toi. Merci d'avoir fait cette reprécision. Docteur Chraïbi, oui. J'ai une question pour Hélène. On passe à la troisième. Allez-y, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup pour ton topo magnifique. Pour les sujets jeunes, je sous-entends un patient par exemple qui a 65 ans, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas lui mettre un TAVI? Est-ce que c'est une question d'espérance de vie et qu'il n'y a pas beaucoup encore de recul? C'est quoi l'explication juste? C'est parce que pour l'instant, les études qui ont été faites dans cette population, elles n'ont un recul que de 2 ans, par exemple, déjà. Donc, ce n'est pas beaucoup. Pour des patients qui ont 65 ans, on aimerait bien avoir un recul plus lointain. Parce qu'il y a encore des questions qui se posent, c'est-à-dire qu'il y a encore des questions, comme je disais, il y a la durabilité, même si on n'a pas de signal d'alerte, on ne sait pas quand même, on ne sait pas, on n'a pas de groupes comparatifs qui vont au-delà de 8 ans. Il y a une étude jusqu'à 8 ans, mais il y a très très peu de patients. Et les études randomisées d'avant, elles vont à 5 ans. C'est-à-dire qu'on n'a pas quand même beaucoup de données scientifiques pour proposer ça. Et puis, il y a quand même des questions qui sont quand même un peu problématiques. C'est la question des coronaires. C'est-à-dire chez les coronariens, c'est quand même très important de pouvoir retourner facilement et accéder aux coronaires. Or, ce n'est pas toujours facile. Et ça sera encore moins facile si on a besoin, au bout de quelques années, puisque ça se produira si on a 65 ans, de remettre un TAVI dans le TAVI. Donc après, si les gens sont tout à fait conscients de ces limites, si on leur explique parfaitement bien, si on leur explique tout ça, et s'ils veulent à tout prix un TAVI parce qu'ils veulent rentrer chez eux très vite, ce qu'on peut comprendre, on fait quand même des TAVI à des patients qui ont des circonstances de la vie pour lesquels ils veulent absolument pouvoir rentrer chez eux. Donc pourquoi pas? Mais il faut savoir qu'on n'a pas des réponses à tout.
Ok. On revient à l'insuffisance mitrale. Il y a une question là. Est-ce qu'il y a des critères échographiques qui prédisent le succès ou pas du MitraClip? Oui, tout à fait. Je n'ai pas abordé ce sujet parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire, mais il faut que le défect de coaptation ne soit pas trop important, bien entendu, ni en hauteur ni en largeur, que le feuillet postérieur soit suffisamment long, etc. Il y a tout un ensemble de critères qui sont jugés à la fois par la team, la art team locale, et puis éventuellement par Abbott en fonction des circonstances. Mais tout ça est évalué de façon très précise pour savoir si on peut traiter l'insuffisance mitrale. Et on ne peut pas traiter toutes les insuffisances mitrales secondaires si vous avez des feuillets qui sont complètement très éloignés, comme par exemple dans l'IMA Eclipse, c'est pas possible de mettre un clip. Excusez-moi, j'ai une question pour professeur Elchaninov. C'est avec grand plaisir qu'on vous voit aujourd'hui à Agadir. Alors, il y a 2 semaines, on célébrait ensemble les 20 ans de ta vie avec M. Kribi à Rouen. Et du coup, on présentait l'histoire du TAVI il y a 20 ans. Et le premier patient, c'était un patient de 57 ans qui avait 10% de FEVG avec un accès vasculaire qui était compliqué. Et du coup, le premier cas du TAVI s'était fait par voie veineuse avec une transeptale. Et du coup, ma question, est-ce que vous êtes toujours amené à essayer dans des accès alternatifs en cas avec un accès vasculaire compliqué chez des patients qui sont éligibles au TAVI, ou allez-vous basculer vers la chirurgie? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est avec l'élargissement du champ d'application du TAVI, est-ce que vous pensez que le TMVI, ça serait le futur pour les patients avec un rétrécissement mitral, surtout dans notre contexte? Merci. Alors, en ce qui concerne la première question, donc c'est l'accès vasculaire, puisque en fait, on voit bien que c'est l'accès fémoral qui est supérieur ou comparable à la chirurgie, parce que c'est moins invasif. C'est ça qui fait l'avantage du TAVI par rapport à la chirurgie. C'est possible chez 95% des patients quand même. Donc, c'est vraiment largement, la majorité des gens qui ont un rétrécissement aortique ont des artères suffisamment bonnes pour pouvoir passer de l'artère fémorale jusqu'à la valve aortique. Donc, il en reste 5%. Alors ces 5%, il y a eu plusieurs méthodes qui ont été essayées. Il y a eu la voie transapicale qui a montré quand même qu'elle était probablement moins bonne que la voie transaortique. Et maintenant, il y a la voie carotide. Alors la voie maintenant privilégiée quand on ne peut pas passer par fémoral, c'est la carotide qui peut être faite sous anesthésie locale. Et si on parle de voies encore plus exotiques, il y a une voie qui a été décrite mais qui est vraiment anecdotique, c'est de passer par la veine cave inférieure. Donc la veine cave, elle est très large, on ponctionne, enfin, c'est quand même complexe, hein, donc c'est réservé vraiment, je pense qu'en France, personne ne le fait. Et puis il y a la possibilité effectivement de le faire par voie transseptale, si on veut, mais c'est vraiment aussi complètement anecdotique. En gros, maintenant, c'est 95% artère fémorale et 5% par la carotide, je dirais. Mais ce que vous dites est tout à fait vrai. Et par la force des choses, historiquement, le premier, on a été obligé de le faire par voie transseptale parce qu'il n'avait pas d'artère. Mais l'idée d'Alain Cribier, c'était de le faire par l'artère, forcément. Et ensuite, on a fait toute une série de 40 patients. Et c'est vrai que ça se passait très bien. Il y a eu quelques cas isolés qui ont été faits dans le monde. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne le refait pas quand on ne peut pas passer par l'artère fémorale ? Parce que quand même c'est un peu complexe techniquement, alors que la voie carotide c'est beaucoup plus direct. Voilà, mais c'est une voie possible. Et la deuxième question, c'était le TMVI. Alors le TMVI, c'est de mettre une valve TAVI dans la valve mitrale. Alors c'est une excellente indication de le mettre dans une bioprothèse chirurgicale dégénérée. Ça marche très bien. On fait ça par transseptale, ça marche très bien. Après, de le mettre dans des rétrécissements mitraux natifs. Ça serait vraiment un rétrécissement mitral qui ne serait pas accessible à la dilatation par inouïe parce qu'il serait massivement calcifié, donc pourquoi pas. Et en revanche, dans l'indication d'anneau mitral massivement calcifié associé à un rétrécissement mitral, les résultats ne sont pas très bons. Malgré l'implantation du TAVI, il y a comme 50% de mortalité à 1 an. Donc c'est vraiment pour l'instant, on ne peut pas considérer que c'est une voie prometteuse. En tout cas, ça nécessite des investigations. Il y a moins de 100 patients qui ont été faits dans le monde, quoi. Merci. Dernière question peut-être pour M. Le Tourneau. Donc, concernant les insuffisances mitrales borderline, est-ce qu'il y a une place pour le 4D flow? Et la deuxième petite question, c'est en faisant l'écho, est-ce que vous pouvez indiquer un interventionnel, est-ce qu'on peut faire une valve Sapiens ou un Corval? Merci. Alors, excusez-moi, mais je n'ai pas compris du tout la première question.
Dans les fuites mitrales borderline, c'est-à-dire que vous n'avez pas, c'est-à-dire vous avez fait une écho, mais vous n'arrivez pas vraiment à poser l'indication. C'est une surveillance armée. Est-ce que le 4D Flow a un apport supplémentaire dans l'indication d'un thème VI? Ah d'accord, l'échographie. Oui, alors c'est toujours un problème important, cette quantification de la fuite mitrale, et vous voyez, il faut avoir une insuffisance mitrale au moins modérée à sévère pour répondre, et donc toutes les techniques sont bonnes. On peut utiliser le 4D flux avec la PISA 3D 4D si vous voulez. Vous pouvez faire la vena contracta en planimétrie. Vous pouvez faire aussi tout simplement, et c'est pas très compliqué, les volumes ventriculaires et le débit aortique antérograde, si vous savez mesurer correctement les volumes ventriculaires, ou si vous avez une IRM qui vous ont donné des bons volumes ventriculaires, ils peuvent vous quantifier également la fuite mitrale. Donc on a plein de techniques qui peuvent nous aider, mais vous avez raison, il faut absolument être sûr que cette fuite mitrale est soit sévère au repos, donc modérée à sévère au repos, soit éventuellement modérée à sévère à l'effort, parce qu'il y a des patients qui ont des fuites qui sont très modestes à l'effort, et je crois que Marie-Christine a un cas comme ça, et qui deviennent très sévères à l'effort, et donc ces patients-là, ça peut être une indication éventuelle. La deuxième question, donc vous parliez du... le choix du Corval de Sapiens, je vais peut-être laisser la place à Hélène Etchaninov pour vous répondre. Ce que je peux vous dire, c'est que l'idée initiale d'Alain Cribier, c'était de mettre une valve à l'intérieur du rétrécissement aortique. Et pour trouver les meilleures caractéristiques pour un TAVI, on a fait des études autopsiques. Et les études autopsiques, avec un stent pas très haut, qui préservait, qui couvrait pas l'ostium des coronaires et qui préservait le septum, a été le choix, et a été aussi le choix confirmé par les ingénieurs qui ont fabriqué le premier dispositif. Ils ont dit plutôt ballon expandable que auto-expandable. Voilà. Après, ça se confirme un peu dans les études. Il n'y a aucune différence de mortalité dans toutes les études, même à assez long terme. Mais on sait qu'il y a plus de pacemakers avec une valve auto-expandable. Et au début, il y avait un petit peu plus d'insuffisance aortique qu'avec les valves Sapiens. Maintenant, ça a l'air de s'équilibrer avec les nouveaux dispositifs. Et nous, on met 85% de Sapiens et 15% d'auto-expandable corps valve. Et pour l'accès au coronaire aussi, on sait que c'est beaucoup plus facile. Enfin, il n'y a pas de difficulté à accéder au coronaire après une Sapien 3. C'est plus compliqué après une corps valve. Une dernière question, parce que c'est vrai, on est vraiment un petit peu limite. Concernant le triclip dans l'insuffisance tricuspidienne, secondaire aux valvulopathies gauche opérées, mais où il n'y avait pas de correction de la valve tricuspide. Oui. Donc vous voulez savoir si on peut le faire? Oui. C'est ça la question? Oui, bien sûr, ça fait partie des insuffisances tricuspides secondaires isolées après une chirurgie. Ça fait cette chirurgie antérieure sur une valve gauche et pourvoyeuse si on n'a pas pris la précaution de traiter l'anneau tricuspidien, ou si malheureusement il y a une évolution défavorable, c'est pourvoyeur de fuite tricuspide. Et donc oui, c'est une indication qui peut être intéressante, puisque la réopération, vous le savez, est porteuse d'un risque chirurgical qui n'est pas du tout négligeable actuellement, surtout au stade où on les opère, c'est-à-dire relativement tardivement en général. Et donc le clip est une très bonne indication dans cette situation. Donc ça rejoint un petit peu ce que je vous ai présenté tout à l'heure, le patient qui est coronarien, qui a été ponté, qui développe ensuite une fuite tricuspide et qui a bénéficié grandement de son clip. Donc tout à fait d'accord, oui, pour cette indication. À condition qu'elle soit bien posée. Il ne faut pas que ce soit des feuillets qui sont complètement verticalisés. Merci beaucoup pour cette belle présentation, bel après-midi.